Évoquer les Indo-Européens. Jean-Michel Vivien, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous d'être venu. Vous avez coordonné avec Patrick Boots, qui n'a pas pu être présent avec vous, on le regrette, mais qui a rédigé avec vous un dossier tout à fait remarquable. Donc vous avez coordonné le dernier numéro de Nouvelle École, consacré à la paléogénétique des Indo-Européens. Alors c'est le 3e numéro de Nouvelle École. Nouvelle École, c'était la première revue fondée par Alain de Benoît il y a 50 ans maintenant. Un premier numéro avait été consacré en 1972 aux travaux de Georges Dumézil. On va reparler bien sûr de Georges Dumézil. Un deuxième numéro avait été publié en 1997 plutôt sur les aspects linguistiques. Oui. Avec une réflexion déjà sur les différentes hypothèses relatives au foyer d'origine. Au foyer d'origine, exactement. Les études indo-européennes continuent à avancer chaque année, en France comme ailleurs. Peut-être malheureusement, on leur dira peut-être plus ailleurs qu'en France. Et donc là, ce numéro est consacré justement à une avancée importante qui a été faite pour mieux connaître les Indo-Européens en utilisant la génétique. Alors, avant d'en venir au contenu de ce dossier, qui est un peu difficile pour quand on ne connaît pas les Indo-Européens, même si les auditeurs de Radio Courtoisie sont plus cultivés que la moyenne, ça reste un sujet difficile. Donc nous sommes convenus avant l'émission, Jean-Michel Vivien, de planter un peu le décor et de rappeler quelques notions fondamentales concernant l'indo-européen, la langue indo-européenne et les indo-européens plus globalement. Alors, d'abord, les études indo-européennes, on peut dire que ce sont d'abord historiquement des études de linguistique. Absolument, vous avez tout à fait raison de le rappeler. C'est très ancien et les Grecs, qui étaient loin d'être stupides, avaient déjà l'intuition, par exemple, qu'avec les Perses, la langue était proche. Alors ils ne pouvaient pas s'imaginer forcément qu'ils descendaient de la même matrice, pour la simple raison que quand on n'était pas grec, on était un barbare, donc par définition, il fallait bien avoir une origine commune, mais il y avait déjà, depuis très longtemps, ce type de rapprochement. Hein. On trouve ça même dans la Genèse, où effectivement, les 3 fils de Noé représentent quelque part des rameaux linguistiques différents, et Japheth est un père putatif pour les Européens, voire les Eurasiens. Donc voilà, ça je pense que c'est très profondément ancré. Maintenant, là vous avez raison de le souligner, la science indo-européenne linguistique à l'origine, c'est une intuition dès le 16e, 17e siècle. Leibniz, tout à fait. Alors là, tout à fait. On parle dans son traité de l'entendement humain. Mais il y en a d'autres, c'est de nouveaux essais sur les entendements humains, très exactement. Mais il y a d'autres auteurs qui dès le départ remarquent, et là ça va évidemment avec les grandes découvertes, avec l'arrivée des manuscrits, avec les échanges, avec déjà une première mondialisation qui apparaît dès l'humanisme et la Renaissance. L'accès à tous ces textes, et ils voient qu'entre le gothique, le latin, le persan avestique et le sanskrit, effectivement, il y a de fortes ressemblances. Le sanskrit, c'est à la fin du XVIIIe siècle, il y a Sir William Jones, tout à fait. Donc là, qui fait des études importantes sur le rapprochement entre le sanskrit et les langues parlées en Europe. Vous avez parfaitement raison, il était juge à la cour de Calcutta, il était bien placé pour avoir un certain nombre d'informations, il a fait ça, mais je dirais qu'il faut être un peu chauvin, puisque effectivement, il y a un jésuite qui s'appelait Cœurdoux, qui déjà avait fait une communication à l'époque à l'Académie française, les inscriptions et belles-lettres, où il disait déjà, il prouvait déjà un certain nombre de ressemblances entre ces différentes langues. Voilà. Donc rendons au français ce qui appartient au français. Tout à fait. Donc en fait, ce qu'il faut bien rappeler à nos auditeurs, c'est que de l'Islande à l'Inde, en gros, on parle des langues indo-européennes, alors avec des exceptions. Le basque étant une exception bien connue, les langues de la famille finno-ougrienne, le finnois, l'estonien, le hongrois. Voilà, exactement. Donc, mais globalement,
on parle des langues sur ce grand continent eurasiatique avant la Chine. Absolument. On parle des langues d'une même famille et évidemment avec l'expansion européenne hors d'Europe, on les parle aussi en Amérique, en Afrique du Sud, bien sûr, en Australie, ce qui fait qu'on a à peu près sans doute dans les 4 milliards d'individus qui parlent des langues européennes. En première langue ou en seconde langue. En seconde langue. Donc ça a été le point de départ. Oui. Avec des grammairiens, des linguistes, des érudits. Michel Bréal en France, qui est oui, alors effectivement, il y a le Suisse Saussure, il y a Meillet, il y a Benveniste, enfin voilà, après il y a effectivement il y a des tas de linguistes très très réputés. Ce sont des savants et ce sont des gens qui ont étudié d'abord les langues anciennes, le grec, le latin, et puis par définition les autres langues anciennes, et qui les ont comparées avec des langues modernes, avec des processus de plus en plus, je dirais, élaborés, des arbres, des matrices, enfin, et puis aujourd'hui, l'informatique permet de faire des rapprochements qui mettaient des années à faire en quelques clics, là aussi. Et donc, ces linguistes, en fait, à partir des langues existantes, on est capable, en remontant, de reconstituer l'indo-européen originaire, on s'appelle parfois le proto-indo-européen. J'appelle ça l'indo-européen reconstruit. Reconstruit. Voilà. De même que si on connaissait en connaissant l'italien, l'espagnol, le français, le roumain, le portugais, on remonte au latin. On serait capable, peut-être pas au latin de Cicéron, mais le latin qui s'est le latin qui s'est brisé en plusieurs langues. Oui, tout à fait. Alors, petite anecdote, vous citez les langues européennes qui ne sont pas indo-européennes. Il ne faut pas oublier une dernière, c'est le maltais, qui est une langue sémitique, et Malte fait partie de l'Europe. Tout à fait. Après, vous avez dans l'Inde du Nord des dialectes qui sont typiquement lourds ou autres, qui sont typiquement indo-européens, et d'autres, plus vous descendez dans l'Inde dravidienne, et moins ils le sont aussi. Voilà, faut pas limiter un pays forcément à une démarcation linguistique totale. Mais effectivement, c'est la logique. Pour ce qui est des techniques, bon, je vais pas m'apesantir dessus, c'est assez complexe, mais effectivement, on procède par arborescence, on procède par des analogies pour retrouver des racines communes. Alors il y a des lois, il faut que ça se retrouve dans un certain nombre de langues, de rameaux différents, avec des occurrences particulières, que ça corresponde à des canons, mais enfin, on arrive assez bien à le faire, à tel point que les linguistes actuels disent que c'est une science dure et pas une science molle, c'est linguistique. Ça a été d'ailleurs réaffirmé très très récemment dans le bulletin de la Société linguistique de Paris, par 3 grands linguistes qui sont messieurs Pellard, Sagard et Jacques, qui ont clairement écrit l'indo-européen n'est pas un mythe, qui ont écrit des pages remarquables là-dessus encore très récemment. Donc voilà, ça je tiens à dire. Donc ça ne date pas qu'effectivement de Leibniz, c'est continu. Voilà. Donc ça, mais non, alors peut-être cher Thomas, juste sur l'indo-européen, je précise que l'indo-européen reconstruit dont vous parlez, c'est une langue qui est flexionnelle et qui est remarquablement complexe. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est de se dire que cette langue qui remonte à des millénaires, dans ses prémices, est une langue extrêmement riche. 3 genres, 3 nombres, 8 cas, plus qu'en latin, 4 modes, 3 temps, une syntaxe très particulière, des laryngales, des flexionnels. C'est fabuleux de voir à quel point cette langue était d'ores et déjà complexe. Peut-être était-elle l'apanage d'une caste sacerdotale, probablement pas la langue du peuple tout de suite, mais en tout cas c'est un phénomène très impressionnant. Alors, et pour donner une idée de la chronologie déjà, le peuple, on va revenir au foyer d'origine de ce peuple, le peuple indo-européen d'origine, c'est 3000 avant Jésus-Christ, 2500, 3e millénaire en gros. C'est pour moi toujours une énigme, même si effectivement la paléogénétique apporte une datation beaucoup plus précise, qui vient d'ailleurs corroborer ce qui était déjà des hypothèses linguistiques et déjà des hypothèses archéologiques, ce qui est quand même très très bien. Maintenant, vous me dites, la question est de déterminer qu'est-ce qu'un peuple. Et qui dit indo-européen dit locuteur, voilà un peuple. Maintenant, un peuple comme un substrat ethnique plus ou moins pur ou plus ou moins cohérent, je n'en suis pas sûr. En revanche, je pense qu'il faut raisonner en populations anciennes. Et là, effectivement, c'est ce qu'apporte la paléogénétique, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a plusieurs millénaires, il y avait des populations anciennes qui étaient assez différentes aux 4 coins de l'Eurasie, et dont l'embrassage a permis de donner
peut-être les premières cultures qui sont de nature indo-européenne. Donc maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, effectivement, ce que l'on peut aujourd'hui synthétiser, c'est que dans une culture très ancienne, dite de Kvalinsk, qui est sur la Volga, on a retrouvé des tombes très anciennes avec une présence du cheval, avec des personnages qui ont les jambes fléchies, de l'ocre sur le front, très important. L'ocre, c'est un marqueur. Alors, ils sont dans des tombes plates, ils ne sont pas dans des tumuli, mais surtout avec des objets de cuivre, de la céramique, des objets assez particuliers qui montrent déjà une certaine individualisation du mort et peut-être, enfin du défunt, et peut-être déjà un début de hiérarchie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on regarde la constitution génétique de ces gens-là, on voit que c'est un alliage entre les chasseurs-cueilleurs de l'Est et les chasseurs-cueilleurs du Caucase, qui sont les deux populations véritablement qui sont matricielles des premiers locuteurs de ce proto-indo-européen. Donc c'est très intéressant. Donc ça remonte à 4700 avant notre ère. Et petit à petit, on va descendre et on va s'étendre sur toute la steppe pontique avec la fameuse culture des Kourganes ou de Yamyana. Yamyana signifiant tout simplement les tombes à fosses, sur lesquelles peut-être on reviendra. On va en parler justement avec ce que la génétique nous permet de tracer, de mieux comprendre les migrations. Donc effectivement, donc on était parti sur une langue commune qui s'est différenciée par séparation graduelle. Tout à fait. À partir peut-être de 3000 avant Jésus-Christ. C'est ça. Voilà, pour le coup. Alors, donc, qui dit langue commune dit qu'il y a un foyer d'origine, un foyer de locuteurs de la langue d'origine, avec au moins une unité culturelle. Qui dit langue, là il y a aussi une forme de consensus là-dessus. Qui dit langue commune dit, et là on va arriver ensuite à la mythologie, aux travaux au comparatisme, mode de pensée commun, idéologie au sens de conception du monde commune. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Tout à fait. C'est tout le charme de ces différentes sciences, génétique, mythologie, comparatisme, linguistique, philologie, histoire, proto-histoire, qu'il faut arriver à faire converger pour arriver à un consensus. Et c'est compliqué, on procède par itération. Je dirais que oui, une langue vous structure et vous donne effectivement une mentalité, une vision du monde. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Et cette langue flexionnelle et complexe participe de ça. Après, sur cette approche, il y a eu beaucoup de discussions. Le professeur Audry, qui est quelqu'un qui a fait un certain nombre de travaux intéressants dans le domaine, défend une vision qu'il appelle diachronique, donc plutôt chronologique, à partir d'une religion cosmique, puis après une société linéaire, et à la fin la société héroïque, qui correspond à peu près au moment où ces peuples indo-européens commencent à s'éparpiller. C'est tout à fait plausible, et effectivement, à travers ces différentes strates, on retrouve une vision du monde assez différente. Alors maintenant, un des points, puisque vous citiez ce cher Georges Dumézil, là où il a eu sa révélation, c'est quand il a comparé à la fin des années 30 le système des castes en Inde. Vous savez qu'en Inde, il y a les brahmines, les kshatriyas, les vaishyas, les prêtres, les guerriers et puis les producteurs, et avec la structure notamment des flamines majeures dans la Rome antique. Et il a vu qu'il y avait le flamine de Jupiter, celui de Mars et puis celui de Quirinus. Et voilà. Et là, donc, il a développé, et il a enrichi toute cette réflexion en faisant énormément de comparatisme, pour le coup, pour voir que ce schéma trifonctionnel se retrouvait à la fois dans le monde des dieux et dans le monde des hommes. Autre exemple, les fameuses guerres de fondation avec les As et les Vannes chez les Germains, les As étant plutôt les dieux guerriers, les Vannes les dieux de la production. Vous voyez, donc on retrouve ce schéma, et ça, pour revenir à votre question initiale, là où on a une colle aujourd'hui, c'est que ces gens n'écrivaient pas. On se sont mis à écrire très tard. Donc vous ne pouvez pas retrouver l'équivalent, si vous voulez, de mythes anciens, mésopotamiens ou autres, type Gilgamesh de l'époque. Mais c'est reconstitué.
Et notamment à travers cette mythologie comparée. Et donc l'apport majeur de Dumézil a été de comparer des systèmes entiers et non plus ce qui était fait auparavant, de comparer des faits isolés. Voilà. Alors on disait bon bah il y a les centaures qui étaient des êtres à corps de cheval et à la tête d'homme, les Gandharvas côté indien c'était l'inverse. Alors c'est proche. Ou de comparer des mots qui étaient proches là toujours dans les études de langue, mais là de considérer alors c'est le mot de structure qui est venu et qui a fait débat ensuite avec tout le courant structuraliste. Dumézil, enseigné à l'école pratique des hautes études, il a connu Lévi-Strauss, les deux hommes s'appréciaient, le structuralisme et la sociologie ont marqué Dumézil, peut-être trop d'ailleurs. On n'est pas le débat aujourd'hui, mais je pense que peut-être faut pas avoir ce schéma de manière trop dogmatique, parce que vous pouvez retrouver cette trifonctionnalité même dans des sociétés non indo-européennes. C'est un peu ce que disent les détracteurs. Oui, mais alors ce que dit Dumézil, c'est qu'effectivement toute société, en particulier ancienne, qui devait fonctionner, devait avoir ceux qui priaient, ceux qui travaillaient et puis ceux qui combattaient. Mais qu'en revanche, la spécificité des peuples indo-européens, c'est de l'avoir pensé, c'est d'avoir structuré leur idéologie et leur société en fonction de ça, de manière très consciente. Très consciente. Et pour faire le lien avec la séance précédente, on parlait de la Révolution française, les trois ordres, laboratores, oratores, bellatores, vous le retrouvez, c'est une évidence. Oui, après on peut... Et on trouve alors peut-être un mot sur cette fameuse société héroïque, que peut-être on peut dater à partir du moment où effectivement il y a la grande dispersion à partir du foyer initial, ou du moins du foyer de dispersion, parce que la question du foyer initial c'est compliqué. Vous avez ces sociétés héroïques, et là vous retrouvez des figures de héros solaires à la gloire immortelle, ça c'est la notion de gloire immortelle que l'on trouve dans l'Iliade, que l'on trouve aussi chez Siegfried, chez les Celtes Cuchulainn, les guerriers berserkers, les berserkirs, c'est la notion du guerrier blessé, tout ça doit correspondre probablement à cette incursion progressive et parfois massive de ces peuples jeunes dans l'Europe de la fin du néolithique et du début de l'âge du bronze. Donc trois sciences à l'origine pour mieux connaître les Indo-Européens: la linguistique, l'archéologie et la mythologie comparée. Et alors, il manquait jusqu'à récemment la génétique. Donc là, on vient au dossier de Nouvelle École que vous avez coordonné avec Patrick Boutz, le séquençage de l'ADN. Et donc, en quoi alors, déjà, qu'est-ce que c'est que... Comment est-ce qu'on fait des études de génétique pour étudier les Indo-Européens, et ensuite on verra ce que les apports de ces travaux. Bien sûr. Voilà. Patrick Boutz aurait été beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Je resterai donc très très modeste sur le sujet. Je rappellerai simplement que 2004 c'est la première analyse complète du génome humain. Crick et Watson ont découvert la double hélice en 1953. Il a fallu un certain temps déjà pour arriver à cette analyse complète. Mais cette analyse complète a permis d'avancer extrêmement vite dans la finesse d'analyse et de séquençage, et aussi à coût moindre. Il faut voir que derrière ça, il y a aussi des sujets financiers. On y reviendra peut-être à la fin. Ce qui pouvait coûter des dizaines de milliers d'euros, aujourd'hui, en coûte des centaines, voire moins. Alors, le seul problème étant de trouver de l'ADN intact. Chez vous, c'est pas compliqué, avec une petite cuirette, vous pouvez l'analyser pour 100 euros. Pour un squelette qui date de plusieurs millénaires, un fossile, ça va devenir beaucoup plus compliqué, et notamment parce que l'ADN se conserve de manière plus intacte dans les climats froids que dans les climats chauds déjà. Voilà. Et on la recueille derrière l'oreille, dans un os qu'on appelle l'os pétréen, parce que c'est un bon petit conservatoire. Donc là aussi, il faut la décontaminer. En tout cas, voilà. C'est vrai que ça a permis des progrès fabuleux. Qu'est-ce que l'ADN sinon la chaîne qui nous relie à nos origines les plus lointaines, c'est ce que je cite. Alors là, pour le coup, c'est absolument indéniable. Vous faites une recherche de paternité, l'ADN, il n'y a pas à tergiverser. C'est noir ou c'est blanc. Donc là, on est vraiment dans une science dure, et dans une science
cohérente, et je dirais là que c'est vrai aussi que les laboratoires se sont équipés, et ce sont notamment le laboratoire de Harvard qui a fait quelques très belles publications, dont la publication de 2015, et Harvard aussi a pu avoir ça parce qu'il travaillait aussi sur le séquençage du génome dans un cadre médical et dans le cadre de la recherche. Donc, il ne faut pas voir ça uniquement comme une recherche des origines pour se faire plaisir, mais aussi comme un moyen fabuleux aussi de traiter certaines maladies, de traiter des maladies génétiques et de comprendre pourquoi certaines populations, plus ou moins endogamiques d'ailleurs, héritent de maladies et pas d'autres. Voilà, ça c'est un vaste sujet. Donc ouais, ça se tient. Et donc dans l'entretien que nous avons mené dans le dernier numéro d'Éléments, moi-même, vous, Jean-Michel Vivien et Patrick Boutz, vous comparez ce travail à celui de la police scientifique, qui a également en la matière des nouveaux outils qui lui permettent de progresser. L'analogie, à mon avis, est parfaite. Voilà, les enquêtes à la Maigret, vous regardiez les empreintes, vous interrogiez les voisins, vous faisiez l'autopsie du corps, vous interrogiez la famille, vous essayez de trouver un mobile. Pareil, l'archéologue à l'ancienne, il mesurait les crânes. Alors bon, après quand même, on avait eu le radiocarbone, qui avait quand même été une très grosse révolution pour les datations. Et vous regardez les artefacts, vous regardez les poteries, vous essayez de faire éventuellement les inscriptions. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, voilà, sur une scène de crime, la police relève l'ADN, regarde son fichier et voit si elle ne peut pas déjà confondre des suspects. Et là, vous avez intérêt à avoir un très bon alibi si l'ADN vous confond. De la même manière, aujourd'hui, l'archéologue de demain, à mon avis, en tout cas c'est comme ça qu'on devrait fonctionner, va utiliser l'ADN pour tracer tous ces flux génétiques et essayer d'avoir des corrélations avec les cultures anciennes ou modernes. Alors, quelles sont vos principales conclusions, justement, dans le dossier de Nouvelle École, grâce à ces nouveaux outils? Là, j'irai assez vite parce qu'on pourrait beaucoup s'étendre dessus. D'abord, je dirais très modestement, ce ne sont pas mes conclusions. Le travail que nous avons fait, Patrick Boutz et moi-même, est d'abord un travail, je dirais, de synthèse, de compilation et de mise en lumière à l'attention du grand public cultivé. On ne prend pas forcément parti. C'est un sujet compliqué. Vous parliez des sujets de foyer. Il y a même sur le foyer des théories un peu aberrantes qui ont conduit à certains excès. Donc, je pense que faut raison garder là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? C'est que vous avez une culture qu'on appelle la culture de Yamna, qui veut dire en russe la tombe à fosse, ou encore culture des Kourganes, pour reprendre le terme d'une célèbre archéologue qui s'appelait Maria Gimbutas, qui a beaucoup écrit là-dessus, dès les années 50-60. Voilà, donc avec des tumuli funéraires. Donc là, on est en 3300 avant notre ère, et on retrouve dans cette culture de Yamna, qui est dans la steppe pontique, qui couvre largement, je dirais, aujourd'hui l'Ukraine, un certain nombre de choses qui sont très intéressantes. Je cite des tumulus ronds, avec plusieurs niveaux, donc déjà une hiérarchie, des tombes individuelles, une séparation entre les hommes et les femmes, des individus en position fléchie avec de l'ocre rouge sur le front, donc ça, ce marqueur, c'est très important, dans un certain matériel, des chars en bois, des bijoux, colliers, bracelets, des haches de pierre, des couteaux de cuivre. On est encore à l'énéolithique, on va passer après, je dirais au bronze, mais c'est plutôt au début du cuivre, voire de la pierre, et puis des stèles anthropomorphes qui représentent des guerriers. Voilà. Donc et puis des poteries. Donc tout ce matériel, vous voyez ce que je veux dire, ça fait penser à une chose. Ça fait penser à l'embryon d'une aristocratie. Et c'est là on rejoint la question de la Révolution française. On peut imaginer qu'effectivement, on a là les prodromes, l'embryon de ce qui va façonner l'Europe et l'Occident pendant plusieurs millénaires, c'est-à-dire une aristocratie d'épée, d'hommes justement différenciés, qui vont petit à petit prendre leur essor et, je dirais, suivre la course du soleil pour aller plus vers la pointe de l'Occident. Voilà, donc ce serait peut-être pas le foyer d'origine, c'est compliqué. Le foyer d'origine, il peut remonter au Paléolithique et on peut en trouver des traces en Sibérie ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, le foyer de dispersion linguistique qu'on peut raisonnablement serait cette culture de Yamna, qui est une culture pastorale, guerrière, hiérarchisée, patriarcale et patrilinéaire. Pour résumer. Voilà. Donc déjà des éléments de réponse tout à fait importants. Je pense, oui. On peut trouver déjà beaucoup de choses. Et dernier point, donc génétiquement, ce qui est très intéressant, c'est que ces cultures de Yamna, elle est composée dans l'ADN autosomal, donc vraiment le pool génétique des individus qu'on a analysés, à 50% des chasseurs-cueilleurs de l'Est et du Nord, et à 50% des chasseurs-cueilleurs du Caucase, qui était à l'époque aussi une population ancienne très importante. Donc c'est un alliage que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les gènes des Européens actuels.
notamment dans le nord de l'Europe. Dans le nord de l'Europe. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que on est constitué d'ingrédients, enfin, comme de cocktail. L'image qu'on reprend, l'image de Patrick Boots qui est très bonne. Voilà, dans l'entretien, qui viennent des chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, donc les autochtones, ceux qui étaient présents. Tout à fait, les autochtones. Ceux qui étaient présents. Depuis au moins 50 000 ans, hein, voilà. on va dire. Des populations indo-européennes qui viennent des steppes. Voilà. Puis elles sont déjà un assemblage elles-mêmes de ces chasseurs-cueilleurs. Et des agriculteurs de l'Anatolie qui apportent l'agriculture. Alors ça c'est, vous avez tout à fait raison de le souligner. Il ne faut pas faire d'indo-européano-centrie. Je pense que justement il faut aussi on doit rendre un grand hommage aux Indo-Européens pour tout ce qu'ils nous ont apporté, on en a parlé. Mais il y a cette autre origine qui est celle des fermiers anatoliens, alors qui venaient d'Anatolie. Alors ça n'a pas grand-chose à voir avec les Anatoliens d'aujourd'hui, mais toujours est-il qu'ils venaient d'Anatolie. Ils sont partis vers le 8e millénaire ou 7e millénaire avant notre ère. Et il y a eu deux grands courants archéologiques qui étaient la céramique cardiale, qui était plutôt méditerranéenne, et la céramique rubanée qui a plutôt suivi le Danube. Et ces gens-là sont allés jusqu'au nord de l'Écosse ou jusqu'au sud de l'Espagne. Donc ils ont apportant l'agriculture, une forme d'élevage différent de celui des pasteurs dont nous parlons après, mais de l'agriculture, et aussi les premiers embryons de village, les premiers embryons de société. On croit que c'est une société qui était plutôt matriarcale, relativement pacifique, avec plutôt des déesses mères, plutôt le culte de la terre. Et je dirais que c'est alliage justement de ces deux grandes cultures, du néolithique et plutôt Yamna, qui a donné ce génie européen et cette espèce de bon alliage, je dirais, entre d'un côté les pasteurs guerriers et de l'autre côté les agriculteurs. Et d'ailleurs, un scientifique, Colin Renfrew, compte tenu de ces migrations qu'on connaissait de l'Anatolie, des peuples apportant l'agriculture, avait pensé que le foyer d'origine des Indo-Européens était en Anatolie. Et là, les études génétiques invalident cette hypothèse. Totalement, l'hypothèse anatolienne qui avait déjà été réfutée par des linguistes, notamment parce qu'il y avait des termes comme la roue, le chariot, tout ça, qui étaient postérieurs, ça ne pouvait pas coller avec la chronologie. Mais effectivement, maintenant, la génétique prouve que le flux n'est pas du tout venu d'Anatolie. D'ailleurs, les recherches qu'il y a eu en Anatolie ont trouvé très très peu aujourd'hui de traces de la steppe pontique dans cette partie-là. Et ce qui est remarquable de la part de Lord Renfrew, c'est qu'il a fait une conférence il y a quelques mois qui s'appelle, je crois, Marija Revivida, donc un hommage à Marija Imutas, dans lequel il dit je me suis trompé, c'est les théories récentes pontiques qui sont valides, et voilà, il a fait un mea culpa, et c'est tout à son honneur. On aimerait entendre les mêmes choses de la part de certaines personnes en France, mais enfin bon, c'est là où on voit qu'on est un petit peu en retard. Une démarche scientifique totalement rigoureuse. Il a beaucoup apporté, c'est par ailleurs un homme qui a fait des très beaux travaux. Maintenant, vous verrez, il y avait de l'autre côté, il y avait des gens comme Mallory ou son disciple David Anthony, qui eux, depuis le départ, pensaient que plutôt ça venait plutôt effectivement de la steppe pontique, revenant là-dessus sur des théories déjà qui étaient celles de Schrader au 19e. Enfin, et à chaque fois, il y a toujours des gens, ou Leibniz, qui parlait déjà à l'époque de la théorie des sites, pour dire que ça devait venir des steppes. Donc il avait Leibniz qui était d'ailleurs un génie absolu. Enfin, je crois que il avait un QI absolument fabuleux. Enfin, si on le reconstitue aujourd'hui, c'est un homme absolument. Ce qu'on appelle les steppes pontiques pour nos auditeurs, c'est le nord finalement de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. C'est ce qui correspond peu ou prou à l'Ukraine actuelle. Voilà. Qui s'étend, jusqu'à même une partie de la Roumanie, puisqu'il y avait des cultures dites, par exemple, Cucuteni Tripilia, qui était une culture, semblerait-il, mixte, à la fois plutôt marquée par les agriculteurs néolithiques, mais avec aussi des apports de la steppe pontique. Donc il y a eu des cultures mixtes, et puis il y a eu d'autres moments, je pense, des moments plus dramatiques, où il y a eu probablement des combats, où il y a aussi une grande peste qui a eu lieu à ce moment-là, les Yersinia pestis, qui, à mon avis, d'après ce qu'on a pu lire, a décimé une partie de l'Europe néolithique. Il y a aussi des bouleversements climatiques. Enfin, tout ça a probablement aussi favorisé l'arrivée de ces peuples de la steppe dans l'Europe, qui étaient plutôt dépeuplés à cette époque-là. Vous écoutez Radio Courtoisie, nous évoquons avec Jean-Michel Vivien les Indo-Européens, suite à la parution du nouveau numéro de Nouvelle École consacré à la paléogénétique des Indo-Européens. Jean-Michel Vivien, donc les études indo-européennes sont très vivantes et foisonnantes. Que peut-on attendre des prochains mois et des prochaines années en la matière ?
Quels sont les espoirs de nouvelles recherches Vaste sujet, cher Thomas Hentier. Tout d'abord, je dirais, est-ce que c'est dans le domaine purement paléogénétique ou est-ce que c'est dans les autres sciences? Est-ce que c'est en France ou hors de France? Je dirais que c'est là, évidemment, ça me permettrait de dire un petit mot de la France. Donc, je pense que depuis quelques années, il y a un mouvement qui est lancé et on le voit bien puisque les plus prestigieuses universités mondiales, que ce soit Berkeley, Yale, Harvard, Jena, en passant, Copenhague, se sont mis là-dedans. Pas uniquement d'ailleurs sur la question indo-européenne, enfin n'oublions pas que ce qui a été découvert il y a quelques années, notamment sur le Néandertal et le fait que nous avons tous un peu de pourcentage de Néandertal. Enfin, on peut remonter beaucoup plus loin. Donc je pense que le mouvement est lancé et je pense que tant qu'il y aura des fonds, des chercheurs et des bons laboratoires, ça va continuer. En ce qui concerne la linguistique, beaucoup d'universités étrangères ont aussi des chaires de linguistique indo-européenne. Donc ça, écoutez, si effectivement, notamment le développement de l'informatique le permet, on pourra aussi rapprocher encore plus ces langues. Et dans le domaine de l'archéologie, ça suivra le mouvement. Alors, la question de la France était problématique aujourd'hui, c'est vrai. C'est le trou noir. Il n'y a pas eu jusqu'à présent d'études, ou très très peu, à part un tout petit peu, mais fait par des étrangers aux frontières de notre pays. On attend les résultats néanmoins d'un projet qui s'appelle le projet Ancestra, qui est sous l'égide de l'Institut Jacques Monod, avec une personne qui s'appelle Samantha Brunel, qui est une généticienne, qui a d'ailleurs déjà soutenu sa thèse, mais n'a pas encore été publiée. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines ou mois. Je serais prêt à prendre le pari qu'on sera pas étonné. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que la France ait été épargnée, entre guillemets, par ces populations de l'âge du bronze qui sont allées jusqu'en Espagne, en Grande-Bretagne, dans les pays nordiques. Voilà, donc oui. Mais bon, il faut être prudent aujourd'hui parce que, effectivement, la France, pour des raisons peut-être à la fois idéologiques, mais aussi des raisons de moyens financiers, ne s'est pas beaucoup investi dans le domaine de la paléogénétique. Donc voilà, donc on attend cette étude. Par ailleurs, je vous citais les propos, l'article donc de ces trois linguistes de l'INALCO et du CNRS qui ont quand même jeté un pavé dans la mare. Donc je pense que bon an mal an, les générations changeant et les esprits évoluant un peu, on va au moins arriver, je l'espère, à faire parler entre eux les paléontologues, les généticiens, les comparatistes et les linguistes, ce serait déjà une très bonne chose. Oui, d'accord. Et vous avez consacré, Jean-Michel Vivien, un long article sur le peuplement de la France. Oui. Qu'est-ce que nous apporte finalement ces études indo-européennes sur le peuplement, l'histoire du peuplement français? Oui, c'est une excellente question. Alors je dirais que j'ai un peu de frustration parce que là encore nous avons essayé de faire une synthèse assez complète à la fois à partir de tout ce qui avait été écrit récemment en tout cas par à la fois les historiens et puis par les archéologues. Et au vu des quelques petits indices que nous avions, notamment l'étude de Inigo Olalde, qui est assez remarquable parce qu'elle montre, et là les preuves sont irréfutables, ils ont étudié des nécropoles, alors je dirais en Moselle, en Alsace et puis plutôt dans les Alpes, donc quand même à la frontière française, et des nécropoles campaniformes, voilà, donc la culture du campaniforme, dans laquelle on a retrouvé là des marqueurs indéniables venant de la steppe pontique, donc de ces peuples dits indo-européens. Donc on peut supposer que dès le début de l'âge du bronze en France, vers 2200 avant notre ère, on a déjà des incursions. Oui. Et on va retrouver petit à petit dans le matériel funéraire à différents endroits de France, toujours pareil, ces tombes plus ou moins hiérarchisées, avec des personnages qui ont des armes, qui ont des bijoux, qui ont des marqueurs particuliers. Alors d'abord dans quelques poches, comme la culture des Dufay par exemple près d'Angoulême, ou dans le nord de la Bretagne, et puis après le long des fleuves, et puis ensuite, je dirais qu'avec la civilisation, enfin la culture des tumuli, puis des champs d'urnes, et puis évidemment de Hallstatt, là ça va devenir beaucoup plus sérieux. Mais ça je vous parle d'un point de vue de ce que nous apprend aujourd'hui l'archéologie. On n'en a pas encore la preuve, puisqu'il faudrait voir ce qu'ont donné les analyses locales, mais ce qu'on peut savoir d'ores et déjà, c'est que la culture de Hallstatt ou la culture du Netice, par exemple, en Bohême, sont des cultures de l'âge du bronze, proto-celtiques, et déjà très marquées par ces gènes, encore une fois, de la steppe, de ces Yanas. Là vous dites proto-celtique, on n'est pas encore dans
Je vais me faire taper dessus certainement par les puristes, parce que je sais que le terme proto, enfin bon, on est, encore une fois, nous savons malheureusement que les Celtes n'écrivaient pas, ou alors ils écrivaient que pour faire les comptes des provisions, mais je plaisante à peine. Et les Celtes n'écrivaient pas, donc savoir à quel moment cette langue est apparue, il y a un rameau, je dirais, italo-celtique qui est très ancien, qui s'est séparé. On peut commencer à parler de Celtes, à mon avis, plutôt à période de fin Hallstatt et l'Athènes. Si on, à mon avis, si on veut être... Et donc là, on est dans les ancêtres des Gaulois. On est même dans les Gaulois, puisque là je vais faire la culture de l'Athènes avec les grandes tombes princières, type princesse de Vix, prince de Lavaux, tout ça. Enfin, ces très belles tombes. Ce sont des Gaulois. Oui, ce sont des Gaulois. Et pour terminer sur ce point, quand César arrive, ce qui sera demain la France, il est dans un pays qui est totalement charpenté par les Gaulois. La langue est gauloise, la religion est gauloise, les tribus sont gauloises. Il n'y a que peut-être la partie du sud-ouest de la France, c'est ce qu'il appelle l'Aquitaine, dans laquelle on remarque effectivement qu'on ne parle pas la même langue qu'ailleurs, et ce serait probablement du basque. Le basque, voilà. Oui, certainement. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, c'est tout à fait passionnant, c'est foisonnant comme le sont les peuples indo-européens et les langues indo-européennes. Donc je rappelle la parution de cette revue Nouvelle École, consacré à la paléogénétique des Indo-Européens, avec un dossier coordonné par Jean-Michel Vivien et Patrick Boutz, que vous pouvez retrouver dans le dernier numéro d'Éléments. C'est un entretien qui complétera cette émission. Alors j'avais noté les différents moyens de vous procurer Nouvelle École, d'abord en allant à la nouvelle librairie du 11 rue Médicis. Vous pouvez également commander Nouvelle École sur le site de la revue Éléments, revue-éléments.com, ou envoyer un chèque de 32,90 €, puisque les frais de port sont compris, à La Méduse, 18 rue Anatole France, 59 800 Lille. Donc un très beau numéro de Nouvelle École, en couleur, avec une très belle photo, on en avait parlé, Jean-Michel Vivien, d'une jeune fille de l'ethnie Kalash au Pakistan. Absolument. Je vous avais dit qu'elle ressemblait à une Hollandaise. Les tatouages en plus. Le tatouage en plus. Quoique aujourd'hui, de cette ethnie encore préservée pendant absolument, qui parle une langue aussi. Qui parle une langue indo-européenne et qui est entourée de. C'est ce qu'on appelle un isola. De Pakistanais qui lui veulent pas que du bien, manifestement. Oui. C'est un isola en voie de disparition. Voilà, je signale quelques événements à venir à la nouvelle librairie du 11 rue Médicis. Le mieux, c'est d'aller sur le site lanouvelleLibrairie.com. Mais je signale donc très prochainement, puisque c'est demain, Dominique Lormier, que j'avais reçu dans cette émission, qui présentera ses 2 derniers livres, Les Vérités cachées